Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, que vous soyez coureur débutant ou coureur ultra confirmé, vous êtes les bienvenus sur ce podcast à côté de mes pompes où l'on parle course à pied, mais également entraînement, conseils nutrition, technologie, donc tout ce qui représente le petit monde de la course à pied. Alors, moi c'est Seb, et dans ce 13e épisode du podcast à côté de mes pompes, j'avais envie de faire un petit bilan de mon mois de septembre, comme je le ferai chaque mois, pour vous orienter un petit peu sur ce qu'a été mon entraînement sur le mois écoulé, avec un mois de septembre qui s'avère plutôt positif, tant sur le plan du kilométrage, des séances, mais surtout de l'état de forme. Après un été où j'ai couru, certes, mais où les sensations n'étaient pas forcément très intéressantes, pas très présentes, sans doute consécutives à un printemps où j'ai beaucoup couru et où les résultats étaient présents, l'été avait été un petit peu plus compliqué. Et là, avec la rentrée, j'ai pu justement remettre en place certaines séances, un rythme peut-être un petit peu plus doux en début de mois pour finir le mois relativement fort, et c'est dans cette première partie du podcast d'aujourd'hui que je voulais évoquer ce bilan. La deuxième partie sera consacrée à une citation, une phrase, une problématique que l'on peut entre guillemets poser, à savoir, est-ce que courir peu, c'est courir mieux? Et je dois vous avouer qu'étant un coureur qui ne réalise pas énormément de volume au niveau kilométrique, je me pose la question de savoir si le fait de courir peu peut me permettre de courir mieux. Alors vous me donnerez votre avis à l'issue justement de cet épisode, mais avant d'enregistrer et de partir sur mon bilan du mois de septembre, je voulais faire un petit coucou à des personnes qui me suivent, qui m'écoutent attentivement depuis quelques semaines, à savoir Laure, qui nous écoute de Suisse et qui est une fidèle auditrice. Tous les vendredis, elle est présente pour écouter le podcast, mais également Sébastien, un ancien voisin donc du Loiret, qui est désormais en Anjou et que l'on retrouvera très prochainement dans un épisode, puisque lui, Sébastien, est spécialiste. Alors, il performe sur tout type de course, mais sa distance de prédilection, c'est le marathon, et il nous présentera un petit peu son entraînement quelques semaines justement avant le marathon de La Rochelle. Il aura des précieux conseils à nous transmettre pour que vous puissiez performer. Donc coucou à vous deux, et donc c'est parti pour ce 13e épisode du podcast à côté de mes pompes. Alors débutons ce nouvel épisode par un bilan chiffré de mon mois de septembre, qui, je dois l'avouer, est bien meilleur que le mois précédent, donc mois d'août, et encore plus que le mois de juillet qui avait été un mois de coupure, faisant suite à un printemps très chargé sur le plan de la course à pied. N'ayant que très peu repris mon activité professionnelle au lycée, j'ai pu justement profiter de ce printemps pour beaucoup courir, et on va le voir par la suite, le corps, je pense, me l'a fait un petit peu payer. Alors sur le plan des chiffres, ce mois de septembre est relativement honorable, puisque en course à pied, j'ai dû parcourir 130 km, en vélo 150 km cumulés. J'ai fait des séances où j'avais alterné justement de la course à pied, du vélo, donc le vélo en échauffement, et la course à pied, suivi ensuite d'un retour au calme en vélo. Donc ce qui explique qu'il y a un petit peu plus de vélo sur ce mois-ci. Au niveau des sorties, donc ça représente sur le mois écoulé 16 sorties en course à pied. Alors elles sont de différentes natures. J'ai du fractionné relativement court sur piste, travail spécifique avec des allures bien précises. J'ai du fractionné long, jusqu'à 2 km, où j'ai pu réaliser ces séances soit sur piste, soit sur route. Donc les deux étaient présentes. Et puis j'ai tenu mon engagement. Cette fois-ci, j'ai repris donc des sorties relativement longues avec souvent la sortie du dimanche qui est avec un volume supérieur à 12 ou 13 km, ce que j'avais pas fait de tout le mois d'août, même si je m'y étais engagé. Donc là j'ai respecté cet engagement là. Alors la forme est bien meilleure, la fatigue beaucoup moins présente, même si c'est un mois de reprise, de rentrée, peut-être pour vous également,
qui n'est pas facile du tout à gérer. On reprend les activités d'un côté, de l'autre, celle des enfants, celle de la famille, et là, voilà, la satisfaction est là parce que l'effet rentrée ne s'est pas fait sentir. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. J'ai réalisé aucune course et au vu du calendrier, il y en aura sans doute pas de tout 2020. Là, les courses s'annulent encore. On est sur un calendrier qui est vraiment gruyère avec des organisations de courses qui ne savent pas si elles vont maintenir ou pas leur événement. Donc pour moi, il y en a pas eu. Il y a juste eu cet événement du Run 2 km Challenge qui était organisé par la FFA, donc il y a une quinzaine de jours. Un challenge tout simple qui consistait à courir 2 km, voire plus, j'ai dû faire moi 3 fois 2000 mètres, à des allures qui étaient des allures variant pour chacun, mais de mon côté c'était un test pour voir un petit peu où j'en étais sur le plan de la forme, ce qui peut s'apparenter à un test plus ou moins de VMA, et le meilleur des 2 km, je l'ai réalisé en 7 minutes, donc ce qui représente pour moi une bonne base de travail pour évaluer donc ce niveau de forme physique. Derrière donc ces entraînements, course à pied, vélo, j'ai bien entendu réalisé d'autres séances en lien avec le renforcement musculaire, intégrant la proprioception. Donc proprioception, c'est tout le travail de pied. Donc vous voyez comment optimiser les appuis pour avoir une cheville un peu plus mobile et un pied un petit peu plus tonique. Donc ça, on peut le faire pieds nus à la maison. Donc des petits exercices qui permettent justement de tonifier le pied. Et donc ça, je les ai de nouveau intégrés dans le planning, ce qui me fait une semaine composée bien souvent de 3 sorties, une le mardi, une le jeudi, donc 2 séances, on va dire plutôt techniques et spécifiques, avec du fractionné au cœur même de la séance, et puis le dimanche, c'est plutôt la sortie longue. Donc là, dans la sortie longue, je suis resté sur un footing sans objectif particulier, en n'intégrant pas un bloc de travail, puisqu'il n'y a pas de course, donc j'ai pas d'objectif spécifique à travailler. Et puis, il me reste la séance du mercredi, où là, je suis plus dans un rôle d'encadrant, pour des coureurs de mon club. Donc là, c'est une sortie qui s'apparente plus à un footing amélioré avec un petit travail bien souvent de renforcement musculaire qui se cale un petit peu entre les différentes périodes de course. Donc ce mois de septembre est globalement positif. Mais je me suis posé la question pour voir d'où venait justement cette grosse baisse de forme ou baisse de motivation et d'envie sur cet été. Donc juillet-août, ça a vraiment été un mois où j'ai quand même couru, mais il n'y avait plus la motivation, l'envie du printemps. Alors, ça fait suite, je pense, à cette période de mars, avril, mai, juin, où j'ai énormément couru, énormément fait de sport, et je pense que le corps me l'a fait un petit peu payer. Donc, avec un retour en fait à la vie normale, vous ajoutez une part de stress, une part d'activité supplémentaire, et là c'est plus difficile à concilier finalement un emploi du temps qui était pendant le confinement totalement tourné vers la course à pied, ou du moins vers des activités liées au sport, mais n'ayant pas de charge, on va dire, mentale très importante, pas de stress puisque j'étais confiné à la maison. Alors, je pense pas que j'étais quand même en surentraînement dans le sens où j'ai pas contracté de blessures, mais c'était vraiment cette difficulté à chacune des séances à se mettre en jambes, plus l'envie de faire les efforts, d'aller dans des séances de fractionner où il faut vraiment avoir la motivation pour tomber les chronos, pour justement aller donc chercher des allures très très rapides. En juillet, donc j'avais coupé, mais en août, j'avais plus vraiment l'envie. Et je pense que le côté compétition, vu qu'il n'y en a pas, ça a un petit peu plombé cette fin d'été avec justement un manque de tonus au niveau course à pied. Alors,
est-ce que d'avoir réalisé un volume d'entraînement aussi important, le corps me l'a peut-être fait payer, c'est-à-dire que arrivé à un moment donné, sur le mois d'avril, j'ai dû courir 26 ou 27 jours. Au mois de mai, ça a été quasiment similaire. Je pense que le corps avait atteint peut-être ses limites, encore que voilà, c'est difficile d'évaluer ses limites parce que le corps est parfois surprenant de ressources et de capacité à aller au-delà finalement de la douleur et des espoirs qu'on peut placer dans nos chronos, dans nos performances. Mais je pense que là, le corps a dit stop et il y avait besoin justement de recentrer un petit peu l'entraînement. Et puis là dernièrement, enfin en début de semaine, pour avoir échangé avec Laure qui était qui avait laissé un commentaire sur Instagram, elle l'évoquait également en disant après une préparation marathon, elle est sortie complètement épuisée. Donc je pense qu'il y a des facteurs psychologiques quand vous effectuez justement une grosse préparation, que vous remplissez complètement vos objectifs. Le corps doit se mettre un petit peu en pause en disant attention, voilà, là tu as rempli ton objectif, maintenant il est temps de se reposer et d'avoir un temps un petit peu plus calme pour se régénérer. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé avec justement des chronos. Donc le club avait organisé donc plusieurs challenges sur différentes semaines. J'ai réalisé des chronos qui se sont améliorés sur 10 km, mais notamment sur 5 km. Et à partir de là, j'avais rempli, on va dire, mes objectifs du moment, n'ayant pas de compétition officielle. Donc le corps a dû dire on va se mettre un petit peu en pause, se ressourcer, et il a fallu presque 1 mois et demi, 2 mois pour que ça revienne tranquillement. Mais voilà, j'ai pas rencontré de blessures, ce qui fait que j'ai pu quand même traverser cette période juillet-août en continuant à courir. Et en septembre, voilà, c'est revenu petit à petit en étant progressif dans les allures, en sachant parfois se détacher un petit peu de la montre, ce que je disais sur l'épisode précédent, c'est qu'il faut savoir des fois repartir d'un petit peu plus loin en reprenant du plaisir tout simplement à courir sans avoir d'objectif absolument précis au niveau chronométrique. Alors, ça m'a conduit finalement vers une réflexion. Est-ce que finalement sur ce mois de septembre j'ai beaucoup moins couru par rapport au mois d'avril où j'avais dû courir 240 ou 260 km, donc ce qui représente un volume qui est 50% inférieur donc à cette période du printemps, et au final j'ai peut-être mieux couru. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut moins courir pour courir mieux? Alors c'est ce que je vais essayer de mettre en place, mais ça reste une interrogation. Ce n'est absolument pas une vérité. C'est une réflexion que je me pose aujourd'hui parce que dans ma façon de procéder, dans ma façon d'être, je pense pas que d'avoir un volume kilométrique très important, ce soit pertinent pour moi comme entraînement. Ce sera peut-être même source de blessures. On va dire que ça a tenu. Ça a tenu le temps du printemps. Donc mars confiné, j'ai fait beaucoup de renforcement musculaire. Je suis sorti du confinement au mois de mai en étant relativement bien renforcé sur le plan articulaire, sur le plan musculaire. Donc au mois de juin, j'ai bien couru et c'est là que j'ai pu faire justement mes meilleurs chronos. Sauf que la conséquence, c'est que le pic, on va dire, de mes formes s'est amorcé en juillet. Traditionnellement, je dis je vais faire une coupure et puis ça va repartir après. Sauf que ça a mis beaucoup plus de temps et le mois d'août a pas forcément été mieux que le mois de juillet et il a fallu attendre donc ce mois de septembre pour que les signes d'une meilleure forme commencent à apparaître. Alors, je m'astreins désormais, et c'est le protocole que je voulais vous proposer aujourd'hui par rapport à ce que je pense qu'il est intéressant de mettre en place pour moi. Alors après, peut-être que d'autres coureurs ne vont pas se reconnaître dans ma façon de fonctionner, mais je dirais que le fait de courir beaucoup aurait tendance peut-être à user un petit peu prématurément notre motivation.
Et alors certains coureurs ont besoin de faire du kilomètre. Moi voilà, c'est pas forcément quelque chose que je fais, dans le sens où mes plus grosses semaines, elles vont être à 70 kilomètres. J'ai rarement dépassé ce volume kilométrique. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que sur le volume de mon entraînement, je vais le couper en deux. Je vais avoir 80%, on va dire, d'endurance fondamentale et 20% de travail spécifique. Alors, bien entendu, dans une séance dite spécifique comme le fractionné, je vais avoir des temps, notamment les temps de récupération, l'échauffement, qui vont se faire en endurance fondamentale, du moins à un rythme relativement lent. Alors, ce qui fait que sur la semaine, ça demande une certaine planification de se dire, voilà, sur cette semaine, en fractionné, ça va représenter ce nombre de kilomètres là. Donc par exemple, si on fait 10 fois 400 mètres, ça fait 4 kilomètres à haute intensité. Et le reste de la séance, il faudra le placer avec une vitesse qui sera moindre, voire beaucoup plus lente. Donc ça demande à être pris en compte. Mais je pense que pour avoir des performances qui soient correctes, un niveau finalement d'entraînement qui vous permette de continuer à progresser sans avoir de blessures, tout en gardant du plaisir, il va falloir justement intégrer ponctuellement des séances de qualité et puis ensuite de courir à une allure relativement lente. Alors, quand je dis lente, c'est pas forcément courir à 7-8 km/h ou moins encore. C'est de courir à une allure où vous êtes en aisance dite respiratoire, c'est-à-dire que si on court à deux, d'être capable de tenir finalement une conversation. Donc ça, on insiste beaucoup sur ça. Et en ayant justement la possibilité de ne pas vous épuiser. C'est-à-dire que si vous sortez en endurance fondamentale, le lendemain, vous ne devez pas forcément constater de courbatures ou de bobos. Enfin, c'est une séance qui ne doit pas être traumatisante et on estime qu'on peut courir des heures à cette vitesse-là. Donc, d'avoir cette opposition entre l'endurance et le travail donc de fractionner sur une balance 80% endurance et 20% pour le travail spécifique de fractionner ou travail de côte. Donc on va voir justement les différentes séances qui peuvent être intégrées. Et je pense que pour cela, il va falloir apporter à la fois de la qualité donc dans vos séances, de pas se contenter de faire toujours la même chose. On voit beaucoup de coureurs qui ont des séances qui sont à peu près toujours les mêmes. Donc la monotonie, à un moment donné, conduit même à la régression. Alors que si on apporte déjà de la qualité dans les séances et ensuite de la variété, c'est un facteur de progression. Alors quand je dis séance de qualité, c'est-à-dire que sur du fractionné, il va falloir varier des séances relativement courtes, type 30-30, et puis ensuite d'aller peut-être sur des séances de fractionné long, des 800 mètres, des 1000 mètres, des 1500 mètres, voire au-delà. Après, on peut travailler aussi au temps, c'est-à-dire qu'on se cantonne pas à une distance, mais dire on va travailler 4 minutes à cette vitesse-là, 6 minutes, 8 minutes, avec des blocs qui vont plus ou moins se répéter. Le travail de côte, on le fait souvent donc en montée, mais vous pouvez le faire également en descente. C'est-à-dire que plutôt que de dire je fais un travail d'1 minute sur cette montée-là ou 30 secondes sur cette montée-là, vous pouvez effectuer l'inverse, c'est-à-dire on va travailler sur la descente avec une récupération qui se fera dans la montée. Alors ce qui corse un petit peu la difficulté, c'est une séance qu'on peut faire nous au club et qui n'est pas si simple à gérer parce que on descend quand même relativement vite, voire très vite. Par contre, la récupération, elle se fait dans la montée et il faut pas traîner parce qu'on a défini un temps pour retourner au point de départ. Donc ça oblige aussi le corps à travailler différemment. Plus vous allez apporter de variété, plus votre corps va s'adapter et plus vous allez être capable donc de gérer des situations nouvelles. Et l'adaptation à ces situations nouvelles va provoquer chez vous de l'amélioration et une progression. Donc voilà, dans
variété et la qualité des séances, ce que vous pouvez apporter. Autre facteur donc de progression et dans ce protocole, courir mieux mais en courant moins, c'est peut-être de croiser également avec d'autres sports. J'ai fait beaucoup de vélo. Alors je suis pas fan de la natation, si ce n'est pour accompagner mes enfants à la piscine, mais certains vont trouver un plaisir dans la natation. Moi, c'est plutôt le vélo, mais de croiser finalement ces différents sports, sans oublier, et je le rappelle encore une fois, le renforcement musculaire. Vous pouvez vous dire, bon, aujourd'hui, j'avais prévu un footing. À la place du footing, je vais faire un petit peu de renforcement musculaire, ce qui me permettra peut-être de soulager un petit peu mes articulations et les jambes qui avaient beaucoup couru sur la semaine précédente pour permettre un travail différent de renforcement musculaire, que ce soit le haut du corps, que ce soit le dos ou également les jambes qui peuvent également bénéficier d'un renforcement musculaire. Les jambes, même si elles courent beaucoup, en salle, vous pouvez justement trouver de quoi vous renforcer musculairement, de les tonifier et de finalement éviter quelques blessures. Donc c'est intéressant d'aller sur ce terrain-là du renforcement musculaire. Alors, aussi, quand je vois justement des coureurs qui ont des plans d'entraînement, ils sont vraiment bornés sur le plan et il faut pas louper une séance. Or, on n'est pas des sportifs professionnels, on a tous le droit d'avoir des coups de mou, des moments de fatigue, même à l'intérieur donc d'une journée ou d'une semaine. Donc, je pense qu'il faut être quand même à l'écoute de son corps et des sensations qu'il nous envoie. Si sur une journée, vous vous rendez compte que vous n'avez pas la pêche, vous vous levez le matin avec un niveau de forme qui est pas top et dans la journée ça veut pas. Vous dites oh là là, j'en ai pour la journée. Alors parfois on se dit oui, on met les chaussures et une fois qu'on est parti, ça va mieux. Mais si vous sentez un petit peu fébrile, pas en forme, je pense qu'il faut pas hésiter des fois à reporter une séance sans forcément vouloir la rattraper derrière. C'est rare de pouvoir recaler une séance qui a été annulée, mais d'être vraiment à l'écoute de son corps. La météo peut être aussi très moche. Là sur la semaine écoulée, avec la tempête du week-end dernier, faire du fractionné avec un vent de face. Je dois vous avouer que j'ai pas forcément réussi à tenir mes objectifs sur une séance de 30-30. Donc voilà, c'est pas grave. J'ai quand même couru, mais dimanche, je suis même pas sorti. Donc j'avais une séance d'endurance fondamentale à faire, et elle ne s'est pas faite et c'est pas très grave. Donc il faut pas non plus culpabiliser parce que la séance n'a pas été faite et ne pas hésiter à la reporter si vous vous sentez dans une forme relativement moyenne sur une journée. Ça reviendra et ce sont des choses relativement normales. Alors pour ça, je pense qu'il y a un moyen justement de consigner et de voir votre état de forme par rapport aux différentes séances. Et j'en avais déjà parlé, c'est de noter peut-être dans un carnet d'entraînement les séances que vous pouvez faire avec la date, le type de la séance. Et ce qui est intéressant derrière, c'est votre ressenti, c'est-à-dire comment vous vous sentez avant la séance, comment vous vous êtes senti pendant la séance et à la fin de la séance, est-ce que vous êtes vraiment dans un état de bien-être tel que vous êtes vraiment très satisfait de ce que vous avez pu faire. Alors moi j'utilise un carnet d'entraînement qui s'appelle Nolio, donc je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode et qui me permet justement, une fois que la séance elle est terminée, d'ajuster donc mon ressenti avec ce qu'on appelle le RPE, donc le ressenti post-effort, c'est entre 0 et 10. Comment on se sentait avant la séance, comment on s'est senti pendant, est-ce qu'il y a eu des signes de blessure, est-ce que on était malade, enrhumé avant justement d'effectuer la séance. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça donne une tendance avec la possibilité peut-être de déceler soit un pic de forme qui va entre guillemets s'amorcer parce que vos sensations sont bonnes, soit d'avoir peut-être une vigilance, un état d'alerte sur un pic de méforme, donc à l'inverse, qui viendrait justement se pointer. Donc, il faut, entre guillemets, pour cela,
être en mesure de planifier vos séances. Alors c'est ce que je fais moi chaque semaine. Je sais que le mardi je ferai ça, que le vendredi que le jeudi ce sera une séance consacrée à du fractionné peut-être un petit peu plus long ou un travail sur piste, et que le dimanche la sortie elle sera longue avec un kilométrage qui est déjà ajusté pour vraiment savoir ce que j'ai à faire sur cette journée, sur cette séance. Et puis s'accorder également du temps de repos, parce que la récupération, tout comme l'alimentation, ce sont des facteurs qu'il ne faut pas négliger et qui sont aussi importants, voire plus importants que l'entraînement en lui-même. Donc l'entraînement va entre guillemets brusquer un petit peu le corps, et pour se reconstruire, rien de tel que l'alimentation et que la récupération. Alors ça, pour la récupération, je vous renvoie à l'épisode enregistré il y a quelques semaines sur mes 5 conseils pour justement mieux récupérer. Mais si vous apportez donc déjà de la qualité dans vos séances, que derrière vous soignez votre alimentation, vous soignez votre récupération, le sommeil également, c'est un point important à ne pas négliger si vous voulez justement ne pas arriver en état de fatigue totale à un moment donné. Je pense qu'il faut optimiser tous ces paramètres-là. Alors, mon discours, il n'est pas d'aller sur il faut courir 5 à 10 km, mais je connais quelques athlètes qui ne courent pas énormément, je dirais en volume, qui font un gros travail, je pense, de renforcement musculaire, de travail un petit peu parallèle à la course à pied, et qui arrivent à performer. Et à contrario, on a d'autres coureurs qui vont avoir besoin, pour se sentir bien, de faire de nombreux kilomètres et qui ne rencontreront pas forcément plus de blessures. Mais à mon niveau, je pense que si j'étais un coureur qui devait justement parcourir beaucoup de kilomètres, ça me conduirait un petit peu sur cette tendance-là observée après le printemps, à savoir un pic de mes formes, et c'est long, c'est-à-dire qu'il faut être patient pour pouvoir revenir ensuite à son niveau de forme. Et c'est parfois frustrant, parce qu'on se dit « Oh là là, il y a 6 semaines ou il y a 2 mois de cela, j'arrivais à courir à cette allure-là, et puis là, je refais 3 pas en arrière. » Mais il est important de faire ces 3 pas en arrière, parce que si on revient aux mêmes allures que l'on effectuait il y a quelques semaines de cela, vous risquez la blessure et ce sera contre-productif. Donc voilà, essayez, tentez, j'attends vos retours sur cette philosophie-là, à savoir courir moins pour courir mieux. Alors dans la littérature, dans les magazines, on voit souvent cette question-là. Moi, je voulais juste vous apporter mon ressenti par rapport à cela. J'ai donc constaté que en courant moins, j'étais moins fatigué. Ça paraît logique, mais j'arrivais malgré tout à réaliser des chronos qui étaient identiques à ceux que j'ai pu mener et réaliser quand j'étais donc sur ce gros volume d'entraînement, à l'image de ce printemps dernier. Donc ça peut être efficace pour certaines personnes, donc échangeons, partageons nos avis sur ce sujet-là. En tout cas, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai justement pour discuter donc de cette thématique. Alors, je vous remercie bien évidemment pour vos écoutes nombreuses, pour vos commentaires. N'oubliez pas d'aller sur Apple Podcast pour laisser un petit commentaire, ce qui permet au podcast de remonter dans les statistiques et de faire un coucou à Apple en disant « Eh oh, le podcast à côté de mes pompes, il existe, il est là, il y a des gens qui écoutent. » Donc commentaire 5 étoiles bien évidemment. Et j'aurai plaisir à vous retrouver donc dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera nouveau. Je vous en dis pas plus, mais il y aura une petite surprise la semaine prochaine. En tout cas, je vous attends sur les réseaux, donc Instagram, Facebook, Strava, si vous voulez venir voir comment mes séances et mes semaines sont montées. Pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.